Et le flop semble se confirmer, et oui, pour la série The Acolyte Star Wars de Disney, à tel point que la showrunner et créatrice de la série, Leslie Headland, appelle à une mobilisation des fans de Star Wars. Ces mêmes fans qu'elle avait copieusement insultés par le passé, elle leur demande aujourd'hui de venir regarder justement cette fameuse série afin d'espérer éventuellement une saison 2. On voit ça ensemble. Et oui, les premiers chiffres tombent pour cette fameuse série. Eh ouais, The Acolyte de Star Wars Disney, et ils sont visiblement catastrophiques. Eh oui, petit café les copains. Est-ce étonnant? Non. J'avais déjà par le passé fait une vidéo qui titrait le fait que nous allions sans doute vers un flop avec cette fameuse série au vu des premiers chiffres qui étaient tombés pour les premiers épisodes qu'on avait analysés ensemble. Mais eh bien comme toujours, on attend toujours de voir ce qui va se passer par la suite. Tu vois, des fois ça commence mal, puis à la fin ça finit très très bien, ça finit en apothéose. Mais ici ce n'est pas le cas du tout. Alors oui, tu vas me dire que c'est rare quand ça commence très très mal en règle générale, surtout pour cette série qui avait commencé particulièrement mal. C'est très très rare que ça finisse en apothéose. Bah là pour le coup, évidemment, donc ce n'est pas le cas, c'est même un désastre, c'est assez catastrophique pour cette série, je le rappelle, qui se voulait à elle toute seule réécrire complètement le matériel source de Star Wars, qui avait été critiqué et par la showrunner et créatrice de cette série Leslie Headland et par Kathleen Kennedy par le passé, où ils avaient justement comparé le travail de George Lucas à un travail qui était patriarcal, misogyne et raciste. On avait vu tout cela ensemble, et oui, dans de précédentes vidéos. Donc elle voulait changer tout cela en y mettant une nouvelle orientation, qu'elle appelait une orientation fortement politisée, de ses propres termes. Nous indiquant d'ailleurs que de toute façon Star Wars avait toujours été politique, alors que dans la même semaine t'avais George Lucas qui faisait des interviews pour dire qu'en fait non, pas du tout, c'est dire à quel point ils s'en battent les Pokéballs en fait de ce que le créateur de Star Wars peut dire justement de son œuvre à la base et le respect qu'ils ont pour lui. D'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, Leslie Headland se considère bien meilleur que George Lucas. Ah oui, pour Star Wars, dans la vie j'en sais rien, mais pour Star Wars en tous les cas, elle l'a fait comprendre dans une récente interview. Mais enfin, en tous les cas, cette volonté de réécriture de la série, visiblement, n'aura pas convaincu le grand public, puisque la série, est en train de faire un gros flop. Et donc, la saison 2 n'est pas du tout prévue jusqu'à aujourd'hui. Ça peut arriver, attention, pour cette série. Et pourquoi? Parce que les audiences sont très mauvaises. Et donc, Leslie Headland, elle qui avait aussi... Eh oui, insulter les fans de Star Wars. Alors, elle n'avait pas insulté que George Lucas, elle avait aussi insulté les fans de Star Wars. Souvenez-vous, bien avant même que la série ne sorte, elle avait indiqué que tous ceux qui n'iraient pas voir la série le jour où elle sortirait sur la plateforme de streaming Disney+, seraient sans doute des misogynes, des racistes et que sais-je, des fascistes de merde, évidemment. Y a pas de souci là-dessus. Bah ouais, mais déjà quand tu commences à insulter en fait les fans de Star Wars bien avant même que ta série ne sorte, ne t'étonne pas que ta série fasse un flop derrière, évidemment. Mais donc, puisque maintenant la saison 2 est loin d'être garantie, elle demande de l'aide. Ah ouais, elle demande aux fans de Star Wars qu'elle a insulté de venir regarder sa série. C'est un sacré foutage de gueule. Eh oui, mais on n'est plus à ça près avec Leslie Headland. Évidemment que je ne porte pas dans mon cœur, vous l'aurez deviné. Bah non, mais quand t'as quelqu'un comme ça qui, même avant que la série ne sorte, vient insulter les fans de Star Wars, dont je fais partie. Je ne fais pas partie des fans hardcore qui connaissent tout sur le bout des doigts, c'est vrai, mais néanmoins, ça reste ma licence en science-fiction préférée. Donc, je me sens visé, forcément, lorsqu'elle dit que les fans de Star Wars, s'ils ne se déplacent pas, ou s'ils ne vont pas voir cette série sur la plateforme de streaming, avant même que la série ne sorte, seraient sans doute des misogynes, des racistes, etc. Forcément, quand tu commences comme ça. Alors surtout qu'en plus, elle avait expliqué que la base des fans de Star Wars en fait était toxique. C'était pas une base qui était stable selon elle, qui était respectable en tous les cas selon elle. Donc évidemment, je ne la porte pas vraiment dans mon cœur. Donc maintenant, on va voir ce qu'il en est exactement de cette dégringolade au niveau des chiffres, et vous allez voir que c'est assez catastrophique. On nous dit donc The Acolyte confirme un désastre d'audience. La série Disney Star Wars disparaît des classements Nielsen après seulement 3 semaines. Alors le classement Nielsen, c'est un classement qui référence en fait les séries qui sont les plus regardées aux États-Unis, pas dans le monde entier, aux États-Unis donc.
Bon, néanmoins, ça reste le segment principal pour Disney, de toute façon, les États-Unis. Le segment mondial est un segment qui vient s'ajouter, qui sera un segment secondaire, mais ce qui les intéresse le plus, évidemment, c'est le territoire américain. Et normalement, quand tu as une série Star Wars, quand tu portes le nom de Star Wars, c'est pas très compliqué de figurer dans le top 10, et normalement, tu devrais même être dans le top 3, c'est ce qui est attendu pour ce genre de production. Et on va se rendre compte rapidement que ce n'a jamais été le cas pour cette série, elle n'a jamais atteint le top 3 du classement Nielsen. Et aujourd'hui, au bout de 3 semaines, elle a complètement disparu, c'est-à-dire qu'elle ne fait même plus partie du top 10 de ce fameux classement. Alors, c'est tout simplement brutal, nous dit-on ici, selon les dernières notes. Il a fallu que 3 semaines et 4 épisodes pour que The Acolyte tombe complètement en disgrâce auprès des téléspectateurs. La chute malheureuse, mais sans surprise, compte tenu de sa narration constamment médiocre. Bon, je suis d'accord. Des audiences de la série Star Wars a été confirmée par la société d'analyse télévisuelle Nielsen via son classement top 10 des originaux TV en streaming pour la semaine du 17 au 23 juin. Comme on peut le voir, alors que d'autres originaux en streaming tels que Bridgerton, The Boys et Mayor of Kingstown ont réussi à se classer, The Acolyte était complètement absent du podium. Selon les chiffres rapportés pour la 10e série la plus populaire de la semaine, Kings of Collectibles, The Goblin Touch de Netflix, qui a été classé en raison de la sortie de la deuxième saison le 12 juin, cela signifie que The Acolyte a réussi à attirer moins de 298 millions de minutes de visionnage collectif sur ces 4 épisodes. Alors c'est vrai que maintenant alors ils nous mettent ici, vous voyez, un petit screen comme ça de ce qui se passe actuellement sur le classement Nielsen. Je suis allé vérifier tout de même, mettre à jour tout cela pour voir si rien n'avait changé, et rien n'a absolument changé, évidemment, et effectivement on ne retrouve absolument pas la série, donc un The Acolyte de Star Wars dans le top 10 de Nielsen. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, en fait, déjà rien que ça, au bout de 3 semaines, c'est une catastrophe, parce que on est en train de parler, évidemment, donc de Star Wars, qui est quand même une des licences les plus porteuses au monde à la base. C'est dire à quel point ce que Disney est en train de faire avec cette licence est quand même catastrophique. Aux États-Unis, qui est son territoire de prédilection, justement cette licence, elle n'apparaît même plus dans le top 10 des séries qui sont regardées 3 semaines après sa diffusion, et elle n'a jamais atteint le podium. Donc c'est quand même assez hallucinant, avec effectivement donc des séries comme The Boys, notamment, qui sont deuxième, Bridgerton, etc., etc. Donc c'est quand même, il faut se rendre compte vraiment de la catastrophe. Rien que ça, on pourrait s'arrêter là-dessus, parce qu'en fait tout est dit quelque part ici. Mais on va voir quand même ce qui s'est passé durant ces dernières semaines, pour voir l'évolution que la série a eue depuis la dernière vidéo que j'avais faite. On voyait les 2 premiers épisodes, les chiffres qui étaient donnés, et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Alors, mais ce chiffre à lui seul ne donne pas une image complète du trébuchement de The Acolyte. En utilisant les 298 millions de visionnages de King of Collectibles comme point de référence, certes généreux pour les notes non rapportées de The Acolyte, les chiffres révèlent que chacun des épisodes alors disponibles de la série, dirigée par Leslie Headland, n'a attiré en moyenne que 74,5 millions de minutes de visionnage chacun. Diviser ces chiffres par la durée moyenne d'un épisode de la série, soit 38 minutes, 151 minutes au total sur 4 épisodes, et le chiffre obtenu révèle que dans le meilleur des cas, il faut garder quand même à l'esprit que tout cela n'est qu'une une estimation approximative, donc elle aurait donc généré seulement environ que 1,9 million de téléspectateurs qui auraient regardé ou rattrapé la 4e partie de la longue querelle d'enfance de Mae et Osha. À titre de comparaison, et là c'est assez beaucoup plus parlant en fait que les chiffres qui nous sont donnés comme ça, un petit peu de manière brutale, on nous dit ici, à titre de comparaison, l'épisode le moins performant de la saison la plus récente et la plus critiquée de Doctor Who, Dot and Bumble, a quand même attiré l'intérêt d'au moins 3,38 millions. C'est-à-dire que ils ont réussi ici à faire moins bien que le moins bon chiffre qui avait été donné pour donc à la série Doctor Who, qui était déjà un chiffre qui était catastrophique de 3,38 millions. Donc ainsi, évidemment, si ces chiffres sont validés par la suite, on verra exactement ce que Disney donnera comme chiffre aussi par la suite. Mais bon, dans le calcul qui est fait ici, de toute façon,
façon, on doit pas être loin, on doit être à une vache près du chiffre exact. On sera de toute façon en dessous du pire des épisodes de Doctor Who, qui a déjà été en soi une catastrophe. Donc ça vous donne quand même une idée de la débâcle de cette fameuse série. Pour illustrer donc encore davantage à quel point ce résultat est lamentable, au cours de la semaine de ses débuts, The Acolyte a battu le documentaire Hitler and the Nazi Evil de Netflix, l'émission de télé-réalité de Netflix Perfect Match et le drame susmentionné, je sais que tu l'aimes ce mot, ben ouais, mais moi aussi, parce qu'il y a mentionné dedans, Mayor of Kingdom, pour prendre la 7e place du classement hebdomadaire des originaux en streaming de Nielsen, affichant un total de 488 millions de minutes de visionnage sur ses 2 premiers épisodes. Donc dès le début, en fait, la série ne s'est pas du tout placée ni dans le top 3, ni dans le top 5 des meilleures séries Nielsen, c'est-à-dire dès le début. C'est quand même assez incroyable. Tu pouvais avoir vraiment un effet comme ça au début d'une série qui cartonne sur les 2 premiers épisodes et puis qui se casse la gueule après, un petit peu comme on l'avait vu sur Amazon avec Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, avec un très bon chiffre le premier épisode, et puis après ça allait en dégringolade jusqu'à la désertion complète en fait du public jusqu'au dernier épisode. Mais là même pas, c'est-à-dire que dès le début en fait elle ne rentrait même pas dans le top 5 du classement Nielsen, elle se plaçait donc à la place 7. Je crois d'ailleurs que la meilleure place qu'elle avait faite c'était 6 il me semble. Dans toute sa durée, justement, c'est ce qu'ils vont dire après. La semaine suivante, le dernier désastre en live action de Star Wars a pu grimper donc d'une place à 370 millions de minutes de visionnage pour la période, lui permettant de dépasser Eric, Hitler et les nazis, etc. Donc elle se plaçait à la 6e place. Voilà le meilleur résultat que cette série a réussi à faire aux États-Unis. Une fois de plus, on est en train de parler donc d'une licence Star Wars. C'est dire à quel point, d'abord, tout le battage médiatique qui avait été fait par la presse mainstream pour nous expliquer que c'était un succès extraordinaire, c'est faux. En tous les cas, aux États-Unis, c'est certain, c'est faux. Et le pire, en fait, de tout, c'est de constater, chiffre à l'appui, que, en fait, c'est vraiment un désastre, en réalité. Pour une licence Star Wars, se retrouver à la meilleure des places possibles, à la 6e position, sachant que 3 semaines après, en fait, elle dégage complètement du classement. Ceci explique cela. Pour ceux qui disaient, ouais, mais il y a beaucoup de review bombing sur les notes qui ont été données, nanani nanana, et d'ailleurs, Leslie Land va continuer à le dire, visiblement non, en fait. Visiblement non, il y a vraiment un désamour de cette série de la part des consommateurs et du grand public. Qu'est-ce que je te dise ? À un moment donné, si les notes collent avec les audiences que tu fais, il n'y a pas de mystère, c'est que tout correspond, quelque part. Là, t'as vraiment le sentiment précis de ce que le grand public pense de ton produit. Si t'es quelqu'un qui est dans le marketing et qui balance un produit comme ça, si au bout d'un certain temps, t'as ces chiffres qui tombent et qui sont sous tes yeux, tu vas pas faire le constat de dire que c'est un succès extraordinaire. Tu vas être dégoûté. Tu vas dire, bah merde, j'ai foiré quelque part, c'est pas possible. Surtout si en plus le produit sur lequel que tu as créé s'appuie sur une marque ou une licence qui est hyper reconnue. C'est-à-dire, c'est pas possible, quoi. Donc, il convient de noter que la popularité de la série n'est pas passée inaperçue. L'impopularité, de la série n'est pas passée inaperçue auprès de son casting et de son équipe. Alors là, c'est génial. Interrogé lors d'une interview avec Yang Yigo de Sécu sur son avis concernant l'accueil négatif réservé à The Acolyte, l'acteur Kimir Mani Jacinto a déclaré « C'est un cycle ». Alors lui, il est génial. Lui, il botte en touche. Ou alors, je sais pas si c'est une communication qu'on lui a demandé de faire. C'est possible, tu sais, le mec, si ça se trouve, c'est pas de sa faute, parce que ce qu'il va dire ici, c'est complètement con. Mais si ça se trouve, c'est Disney qui l'a briefé, qui va dire, non, mais tu vas dire ça. Ça se trouve, même lui, il dit, mais c'est complètement con. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on n'a rien à dire, donc tu vas dire ça. Si ça se trouve, sans quoi, si c'est vraiment ce qu'il pense, c'est vraiment à côté de la plaque. On va voir ça ensemble puisqu'il nous dit « Avant tout ce qui est sorti depuis la trilogie originale, il y a toujours eu un groupe de très passionnés qui n'aiment pas le changement, qui veut les mêmes sentiments qu'ils ont ressentis quand ils ont été enfants, sauf que maintenant ils ont grandi et que leur goût a mûri et qu'ils sont plus critiques à l'égard de l'art ou du monde, et ils sont alors plus précieux à l'égard des choses qu'ils ont vécues quand ils étaient plus jeunes. » Donc en fait, il prend les fans de base de la première heure pour des crétins absolus.
pour des crétins absolus, pour des teubés qui comprendraient pas que le temps se faisant, les choses changent, les choses peuvent changer, évoluer, s'améliorer sur un plan technique, sur un plan graphique, sur un plan narratif. Il prend vraiment en fait les gens pour des crétins. Déjà, ça commence comme ça et c'est génial parce que c'est justement ces mêmes fans qu'ils essaient de rappeler aujourd'hui pour venir regarder cette série que personne ne regarde. Donc c'est incroyable en fait de dire cela. Et alors j'ai envie de lui dire en fait à Monsieur Jacinto, moi j'ai chez moi dans mes enfants par exemple j'ai des adolescents. Hein, c'est pas des vieux comme moi de 40 balais, ce sont des adolescents. Et je peux t'assurer qu'ils ont vu le matériel source de base, hein, les films de George Lucas. Et ils sont, comme leur père, très attachés donc à cette licence. Et je peux t'assurer que malgré leur jeune âge, quand ils ont vu ce que Disney a fait avec la licence, avec les dernières séries qui sont sorties, ils ont eu exactement le même point de vue que moi, c'est-à-dire qu'ils n'en veulent pas et ils n'ont pas regardé. Voilà. Et ils ne veulent même plus du coup s'intéresser à ce que Disney fait actuellement avec Star Wars. Donc c'est complètement con de dire qu'en fait ça n'appartiendrait qu'à une seule génération. Non, justement, c'est intergénérationnel et davantage, Monsieur Jacinto, j'ai envie de te dire, si c'était vrai ce que tu dis, ça voudrait dire que le jeune public en fait normalement aurait regardé ta série. Et donc normalement t'aurais dû avoir lorsque le vieux public que tu critiques aujourd'hui, c'est le jeune public d'hier. Hein, et donc c'est ce jeune public-là en fait qui a fait la réputation de Star Wars dans le passé. Donc normalement, il n'y a pas de souci quand tu parles d'un cycle. Oui, c'est un cycle, on appelle ça le cycle de la vie, le roi lion, évidemment. Et normalement, ces jeunes qui étaient jeunes à l'époque, qui ont fait la réputation de Star Wars, sont devenus vieux, c'est vrai, mais ils ont des enfants qui sont jeunes, comme moi par exemple. Donc normalement, en fait, ça devrait perdurer dans l'âge. Il ne devrait pas y avoir de creux comme ça. Au contraire, la nouvelle génération devrait justement regarder ta série. Visiblement, même la nouvelle génération ne regarde pas ta série, Monsieur Jacinto. Notons à quel point les fans se sont réchauffés envers la trilogie préquelle au cours des années qui ont suivi sa sortie. Il a ensuite déclaré la regarder sous cet angle, et vraiment, regarder donc la série sous cet angle est vraiment utile. Et alors là, il est génial parce qu'en fait, il est dans un discours politique complet. Quand on le décrypte bien, vous allez voir, il dit « Et c'est dommage d'avoir parfois, on doit parfois attendre 10, 20 ou 30 ans pour recevoir les fleurs de ce que l'on a fait », a-t-il conclu. Mais le fait que beaucoup de gens en profitent en ce moment, je pense que c'est la seule chose sur laquelle je peux me concentrer en ce moment. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se concentrent sur ta série en ce moment, Monsieur Jacinto. Il faudra peut-être un peu de temps pour convaincre d'autres personnes, mais au bout du compte, je suis fier de ce que nous avons fait. Donc, il compte en fait sur le temps pour convaincre, dit-il, les gens. Donc c'est en fait, il n'est pas fier de la série en elle-même. Quand on lit bien en fait ce qu'il est en train de nous dire ici, il est fier du message que la série diffuse, donc sur l'idéologie woke tout simplement. Il se fout de savoir si c'est un succès actuel. Il s'en fout. Il se dit, de toute façon, il y a déjà des gens qui sont contents, donc moi, ça me va. De toute façon, je vais toucher mon chèque à la fin. Il n'y a pas de souci. Mais lui, il mise sur le fait que la série, en fait, perdure dans les âges et que dans 10, 20, 30 ans, on lui donne raison. C'est-à-dire qu'il est vraiment, en fait, sur un projet, et d'ailleurs, il le dit, de vouloir convaincre les gens, donc avec une idée. Ici, donc, c'est plus qu'une idée, puisque c'est une feuille de route politique et c'est une idéologie. Donc c'est très intéressant de voir quand même sous quel prisme les acteurs eux-mêmes en fait conçoivent cette fameuse série et à quel point finalement ils sont tout à fait au diapason avec les volontés politiques de Disney actuellement, notamment celle de Bob l'éponge taré, Bob Iger, le PDG de Disney, et Kathleen Kennedy. Entre-temps, Headland, fallait qu'elle sorte du bois. Elle-même a admis qu'à ce stade, le renouvellement de la série dépend d'un soutien particulièrement fort des fans après la fin de la saison. Vous comprenez bien que elle le sait, ils ont les chiffres, Disney, ils savent très bien ce qui se passe. Donc elle-même, elle sait très bien qu'en fait les chiffres sont catastrophiques puisqu'elle dit que la seule chose qui pourrait faire que la série puisse connaître une saison 2, c'est que les fans qui n'ont pas été voir justement cette fameuse série jusqu'à aujourd'hui, eh bien se disent maintenant, allez, on va les aider, on va lui donner un petit coup de main, on va aller regarder cette bouse tous ensemble, on va se tenir à la main et on va prier l'évangile selon Saint Wok. Et on va espérer fortement qu'on ait une saison 2 et qui nous massacre complètement le délire, et puis qu'on se retrouve, pourquoi pas, sur un jour du Jeanne et Serge. Coup de foudre, match de volleyball. Non mais même Jeanne et Serge, c'était mieux que ça. Sans déconner. C'était mieux fait. Ouais, je suis méchant pour Jeanne et Serge. Non, franchement, c'était mieux que ça. Je sais pas à quoi je pourrais le comparer, mais je sais même pas si c'est comparable à quelque chose.
Essayez dans les commentaires de le comparer avec ce produit-ci, avec quelque chose d'aussi médiocre. Je ne sais pas si une comparaison vraiment valable. Enfin bref, si avec un produit actuel sans doute, un autre truc quoi. Mais justement, le défi c'est de réussir à le comparer avec un truc médiocre, mais qui ne vient pas de cette époque-ci, pas un truc quoi. Non, essaye de le comparer avec un truc du passé pour voir si ça peut coller ou pas dans les commentaires. Ça m'intéresse. Donc, voilà. Alors, c'est marrant parce qu'en plus de ça, enfin, c'est marrant, c'est tragique en vrai, parce qu'en plus de ça, les fans, elle les a insultés. On l'a vu ensemble sur cette même chaîne. On a lu ensemble ces déclarations avant que la série ne sorte. Justement, quand la série elle est sortie au début et qu'il y a eu toute cette propagande sur le premier épisode, nous expliquant que c'était un succès phénoménal. Elle insultait mais complètement en fait les fans de Star Wars en disant que ceux qui ne regardaient pas c'était des misogynes, des racistes, patriarcales, etc., etc. Les toxiques, ça avait été même comparé donc les fans de Star Wars avaient été comparés aux fans du Seigneur des Anneaux et de Tolkien, hein, puisque depuis quelque temps le côté woke de la Force s'échine à dire que les fans du Seigneur des Anneaux et de Tolkien sont des racistes et des fascistes de merde. Eh oui, mais c'est comme ça, mais c'est joyeux chez les woke, hein, c'est tout le monde est fasciste. Ah bah t'aimes pas un fasciste? Non mais j'aime pas. Comment? Tu fais quoi là par exemple comme un sport? De la corde à sauter? Bah non mais moi j'aime pas. Fasciste! Pourquoi? Parce que t'aimes pas la corde à sauter, t'es un fasciste? Ouais, mais bon, à un moment donné, tout le monde est fasciste, un petit peu pour tout et pour rien. C'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. Ben ouais, c'est comme ça. Et donc, elle appelle ces fameux fans qu'elle avait insultés. Donc, on nous dit interroger lors d'une interview avec Maggie Lovett de Collider sur ce qu'il faudrait pour assurer une autre sortie pour Mae et Kimi. Headland a affirmé vraiment tout le soutien, il nous faut tout le soutien et l'amour en ligne que vous pouvez envoyer à la série. C'est un peu compliqué. Eh oui, à cause de la façon dont fonctionne Internet. C'est le fonctionnement d'Internet qui fait que la série fonctionne pas bien. Mais ça, fallait le trouver. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est malin, ça. C'est pas de sa faute à elle, c'est le fonctionnement d'Internet. Pas folle la guêpe. Hein. Mais si vous avez aimé la série et que vous voulez en savoir plus sur l'histoire, tout le soutien que vous pouvez apporter à la série sur les plateformes de médias sociaux sera très utile, a déclaré Headland. Envoyez également de l'amour aux acteurs. Vous avez vu ce qu'a traversé Hayden Christensen. Il reçoit de l'amour maintenant, mais donnez-lui maintenant si vous avez apprécié ses performances. Même si vous étiez un peu comme moi, même si vous étiez un peu comme... la série c'est pas trop votre truc hein. Si vous avez apprécié seulement les performances, allez sur les réseaux sociaux, faites-leur savoir que vous les aimez et que vous les soutenez ou que vous avez aimé leurs performances excellentes, nous dit-elle. À cette fin, Headland a ensuite appelé la base des fans de The Acolyte à encourager vos amis à regarder l'émission. Une grande partie de mon travail s'est faite grâce au bouche à oreille, dit-elle. Nous parlons du review bombing. Ce fameux review bombing, qui correspond complètement avec le nombre de personnes qui ont regardé cette série au final. Hein. Enfin bref, donc qui pour elle, c'est quelque chose qui n'existe pas, évidemment. Donc elle dit, donc je disais simplement aux gens de ne pas faire attention à la note IMB. Ah, c'est plus facile. Si vous aimez, dites-le aux gens. Alors c'est marrant parce que donc elle dit en fait à table, hein, quand vous êtes à table, dites aux gens que vous aimez cette série. C'est le bouche à oreille qui fera les choses, mais surtout n'allez pas voir les notes. Et pourquoi elle veut pas qu'on aille voir les notes? Eh bien parce que justement, alors souvenez-vous à l'époque, on va d'abord commencer par Rotten Tomatoes parce qu'il y a eu un petit mouvement quand même chez Rotten Tomatoes. Eh oui, mais c'est incroyable, mais c'est comme ça. La presse mainstream qui au début avait commencé à plus de 90% d'avis favorables pour cette série est tombée à 80%. Et alors attention, c'est pas non plus le tremblement de terre de Dorothée, mais il y a une petite remontée du côté du grand public, puisqu'on est passé de 15%, 14-15%, tombé jusqu'à 14% à un moment donné, à 17%. Alors, attention, un train peut en cacher un autre. Il se peut que demain, le retombe à 13%, mais c'est arrivé à 17%. Comme j'ai dit, c'est pas phénoménal non plus. On est quand même ici sur un chiffre on est au ras des pâquerettes, quoi. C'est même, t'es en dessous de ça, quoi. Là, t'as tendu la pelouse, il reste plus rien, quoi. À 17%, je sais pas comment te le dire autrement, c'est catastrophique, quoi. Et donc, sur le score IMB, qu'elle ne veut pas qu'on aille voir, évidemment, je sais pas, je vais réussir à vous le montrer correctement ici. La note de satisfaction est de 3,9 sur 10. Ah, 3,9 sur 10. Donc c'est pour ça qu'elle veut pas. Allez pas voir les notes sur ma série. Surtout, non, mais les gens qui connaissent pas, dites-leur pas. Si vous êtes à table, dites-leur que c'est super, que c'est chouette, il n'y a pas de wokisme là-dedans, les notes, on s'en fout. Non, il n'y a pas de notes, ça n'existe pas. Il n'a jamais été noté, vous leur dites ça. Voilà, la série n'a jamais été notée. On s'en fout, c'est un mensonge, mais on s'en fout. Mais on traite tout le monde de fasciste et c'est un mensonge aussi, donc on s'en fout, hein, on fait ce qu'on veut. Vous regardez la série, vous passez à autre chose, nous dit-elle.
Vous en parlez peut-être à quelqu'un au cours d'un dîner et vous vous dites oh, je viens de regarder cette série en boucle, c'est amusant. Donc en gros c'est exactement ça, c'est le petit sketch que je faisais juste avant, la petite ironie que je faisais juste avant. On peut se dire que je grossis le trait, c'est vrai, mais en fait c'est ça, en vrai c'est ça. Vous dites aux gens que c'est amusant, que le lecteur Lee Jong-jae est un acteur génial, c'est généralement comme ça que ça se passe, nous dit-elle, au lieu d'aller sur internet et de dire j'adore cette série. Donc si vous avez vraiment aimé la série, alors changez de cap et soyez reconnaissant. Au fait, elle nous dit aussi, je sais que cela se produit déjà, même si elle est pas en ligne. Alors elle sait que ça se produit déjà en ligne, mais elle est pas en ligne. C'est comme ça. Tu sais, c'est un petit peu comme ceux qui te racontent l'histoire de la France depuis je sais pas quel pays. Moi, ça me fait marrer, ça. Ou alors, mais inversement d'ailleurs. Par exemple, ici, moi qui suis en Asie, souvent on me raconte l'histoire de l'Asie depuis je sais pas quel pays. Et le mec qui habite au Pérou, par exemple, c'est lui qui t'écrit l'histoire du pays dans lequel tu es en Asie. Non, mais ça s'est pas passé comme ça. Mais tu t'appelles comment? Rodrigo. Et t'habites où? Au Pérou? T'as déjà été en Asie? Ah non, mais ça s'est pas passé comme ça, non, parce que c'est mon père qui m'a dit que c'est exactement ça, tu vois. Donc elle n'était pas en ligne, mais c'est ce qui s'y passe. Les gens m'envoient des tweets amusants et de belles illustrations, ainsi que des commentaires. Alors on reçoit des choses géniales. C'est bien qu'elle le dise parce que d'habitude elle se fait passer pour une victime qui se fait systématiquement harceler. On rappelle évidemment que les insultes et le harcèlement, tout ça évidemment est à proscrire et que c'est à combattre d'ailleurs surtout sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien que pour une fois elle nous dit qu'elle reçoit des avis positifs et qu'elle ne reçoit pas des insultes, des machins, parce qu'en général elle se fait passer pour la Calimero de service. Faut bien le dire quand même. Donc voilà ce que pouvez nous dire ici, donc l'article, vous l'aurez compris, c'est une débâcle complète. Donc pour cette fameuse série. Alors ce sont les chiffres effectivement qui sont actuellement les chiffres qui sont aux États-Unis, mais comme je l'ai dit, c'est le segment le plus important aux États-Unis, il n'y a pas de souci, hein. Le reste du monde c'est important aussi, mais à moindre mesure, hein. Pour toutes ces productions américaines, ce qui les intéresse c'est le public américain, c'est comme ça. Donc c'est une catastrophe totale. On verra ce qu'il en sera quand les chiffres seront donnés par Disney avec l'international, etc. Mais ce qu'on peut constater ici, c'est que de toute façon c'est une catastrophe pour cette série qui se place parmi les plus mauvaises séries Star Wars de Disney, hein. Elle fait partie du top 3 des plus mauvaises séries Star Wars de Disney, qui a complètement disparu du classement Nielsen au bout de 3 semaines, un classement aux États-Unis, donc des séries les plus regardées, battues par The Boys, etc., qui a eu comme position la plus favorable durant toute sa diffusion. Eh bien, sur ce fameux classement Nielsen, que la position numéro 6, ce qui est quand même assez tragique, hein, elle a tenu la plupart du temps la position numéro 7 sur 10, hein, donc on est bien en train de parler d'une licence Star Wars ici, donc c'est une catastrophe totale, c'est une débâcle totale pour cette série, il n'y a pas d'autre mot, et évidemment, ceux qui essaient de nous faire croire à l'inverse, vont à l'inverse, évidemment, des chiffres. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de saison 2 du tout qui est prévue, hein, il n'y a pas de communication officielle de la part de Disney autour de tout cela, on l'a bien compris ici, Leslie Headland, qui elle-même insultait donc les fans de Star Wars par le passé, demande aux fans de Star Wars qui n'ont pas regardé cette série finalement de venir la regarder pour l'aider à pouvoir éventuellement espérer produire une saison 2 dans le futur. Donc c'est dire à quel point elle-même sait où en sont les chiffres. Et quelque part, tu vois, quand je dis qu'on attend l'international, quand t'as des révélations qui sont faites comme ça, souvenez-vous, ça ressemble quand même beaucoup à d'autres révélations qu'on avait eues sur des séries Star Wars, notamment par exemple pour Obi-Wan, ou alors la série Andor, c'est exactement pareil. Souvenez-vous, vous aviez eu comme ça juste après justement que la série n'ait pas fonctionné, ceux qui étaient les acteurs et ceux qui étaient derrière la série, qui étaient venus dans les presses, hein, pour nous expliquer qu'ils avaient besoin justement du secours des fans pour essayer de faire remonter l'audience de leur série pour espérer une saison 2. Donc c'est exactement le même principe copier-coller qu'on a ici avec Headland. Donc elle est au courant, hein, de ce qui se passe actuellement autour de sa série. Donc même si on n'a pas les chiffres aujourd'hui à l'international, on se rend bien compte, ou plutôt on devine assez facilement que ça ne va pas, puisqu'ils ne sont pas du tout en train de fanfaronner, hein. Elle ne fanfaronne pas du tout, puisqu'elle demande aux fans qu'elle a insultés de venir lui apporter son soutien. Donc son soutien, moi personnellement pour sa série, elle peut se le prendre, se le bouler, se le carrer où elle veut. Moi, une fois que tu m'as insulté, les choses sont cuites, hein. Les carottes sont cuites, les choses sont faites, hein, c'est fini. Y a pas de souci, hein. Moi, je ne vais pas aller m'enquiquiner avec des gens qui n'ont que l'insulte à la bouche
bien même avant que leur série ne soit sortie. Ce fut le cas donc pour Leslie Headland, que du coup je n'apprécie pas beaucoup, hein, vous l'aurez compris, évidemment. Bah ouais, mais c'est normal, c'est comme ça. À moins qu'il y en a qui aiment se faire insulter, moi c'est pas mon cas. Et donc, hein, je pense que sa série, elle est plutôt jusqu'ici mal barrée pour une saison 2, mais on a vu des séries avec des chiffres qui étaient mauvais. Alors, moins mauvais quand même que The Acolyte, notamment, je crois que c'était Ahsoka. C'est moins mauvais que The Acolyte, hein. Ahsoka au niveau des chiffres. Acolyte, on est vraiment dans le fond du panier actuellement. Mais normalement, il ne devait pas y avoir de saison 2 pour Ahsoka, puisque les chiffres étaient pas bons, mais Disney a reconduit une saison 2 donc, hein, pour cette série. Donc, parfois, les critères de Disney sont assez incompréhensibles, il faut bien le reconnaître, et surtout depuis cette période woke, où ils défendent Mordicus à chaque fois qu'ils ont quelqu'un qui peut promouvoir leur message idéologique correctement. Ils défendent Mordicus, donc hein, ces personnes-ci, que ce soit les créateurs, que ce soit les acteurs, etc. Donc, hein, tout est possible avec Disney. Néanmoins, normalement, la logique voudrait qu'il n'y ait pas de saison 2 pour cette série, à moins que les fans qui se sont fait insulter de racistes, de misogynes, patriarcales et de fascistes de merde, eh bien, se disent, bon, finalement, allez, on va aller bouffer du wok et on va se regarder ça tranquillement et pourquoi pas, comment je pourrais dire, basculer, prendre l'évangile selon Saint Wok et l'avoir comme table de chevet à côté de moi et devenir tout ce qu'il y a de plus tragique actuellement dans cette époque que nous vivons, puisque le côté woke de la force, c'est quand même une idéologie, faut le dire, assez exécrable, hein, pour le moins d'ailleurs. Bref, voilà ce que je pouvais donc vous dire là-dessus, les copains. Hein, on verra évidemment par la suite ce qu'il y aura encore à dire quand on aura d'autres chiffres qui tomberont de la part de Disney. Mais bon, hein, vous l'aurez compris, visiblement, on est quand même sur un bon gros vieux flop des familles pour cette série The Acolyte, hein, qui tentait de réécrire l'histoire, qui a voulu marcher sur le matériel source et qui visiblement n'a pas convaincu terriblement eh bien le grand public, les consommateurs et les fans. Voilà. Et encore une fois, je dis juste entre parenthèses, je le répète, hein, parce que j'avais parlé du review bombing, c'est quand même sympa ici une fois de plus, parce que c'est pas la première fois de constater que ces fameuses notes qui ont été données, qui ont été considérées une fois de plus comme du review bombing directement par les influenceurs, par les presses mainstream, etc., correspond au final complètement aux chiffres d'audience qui nous sont donnés ici. Donc quand on a une correspondance telle entre les notes qui sont mauvaises et le nombre de personnes qui ne regardent pas justement cette fameuse série, ou plutôt le nombre de peu de personnes qui regardent cette série, c'est qu'on n'est pas spécialement en vrai sur du review bombing. Hein. On est vraiment sur un désamour de cette fameuse série, et c'est un petit peu comme avec Assassin's Creed Shadows, quand on nous expliquait que c'était pas les Japonais qui étaient en colère. En fait, on s'est rendu compte que si c'était les Japonais qui étaient en colère, in fine, une fois que, au bout du bout, une fois qu'on avait tous les éléments en main, c'était un petit peu la même chose ici. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne, qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Ouais, je vais vite. Et félicité, il est revenu. Ah, il est revenu, il était parti vagabonder. Avec un katana sur lui. Il s'est cru au Japon. Je suis pas au Japon, moi je suis en Thaïlande, mais il s'est cru au Japon, le pistolet à prout. Et je ne sais pas ce qu'il a voulu découper, il ne me l'a pas dit. Mais je crois qu'il essaye de s'émanciper. Tu vois, c'est un petit peu mon is no good à moi. Bref, pistolet à prout, puisqu'on parle de Disney, The Acolyte et Leslie Headland, je sais que tu portes spécialement dans ton cœur. N'hésite pas à nous dire tout de suite ce que tu as pensé de l'article que je viens de lire. Pistolet à prout, le dernier mot. C'est pour toi. Je peux pas le traduire, ça, les copains. Il me met dans une situation qui est quand même assez compliquée, faut bien le dire, franchement. À chaque fois qu'il parle de Leslie Headland, si je devais traduire ce qu'il me dit, je me fais striker à la chaîne. Et rien qu'en vous disant ça, je pense que vous avez compris tout l'amour qu'il a pour elle. On va continuer à suivre tous ces dossiers Star Wars, Disney, Leslie Headland, et tout ce qui se passe dans la galaxie Star Wars, puisque tout cela, évidemment, est fort passionnant, néanmoins. Bref. Et que la force soit avec vous.